Au cœur brûlant du désert égyptien s'élèvent d'imposants témoignages d'un passé lointain. Les pyramides, colosses de pierre qui, depuis des milliers d'années, défient non seulement le passage du temps, mais aussi nos connaissances. Ces merveilles architecturales, construites avec une précision stupéfiante, ne sont pas seulement des symboles d'une ancienne civilisation glorieuse, mais représentent l'un des mystères les plus fascinants que l'histoire nous ait légués. Alors que la version officielle nous raconte en détail leur signification et leur but, si nous analysons attentivement ces extraordinaires ouvrages, nous trouvons de nombreuses anomalies qui remettent en question le récit officiel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir et analyser tous ces mystères qui non seulement remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur ce peuple extraordinaire, mais ouvrent la voie à des scénarios inédits qui révolutionnent toute notre compréhension du passé. Bien avant de partir pour ce voyage extraordinaire et mystérieux, comme nous le faisons toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. L'histoire pharaonique de l'Égypte commence vers 3000 avant Jésus-Christ et se termine en 30 avant Jésus-Christ, couvrant ainsi une période d'environ 3000 ans. Au cours de toute cette période, 31 dynasties se sont succédées, mais la construction des pyramides ne concerne qu'une petite partie de cette histoire. En particulier, les structures les plus importantes ont été construites entre la 3e et la 4e dynastie. L'évolution architecturale de ces structures n'a donc pas suivi un parcours linéaire, mais a connu un développement incroyable sous la 4e dynastie, pour ensuite régresser dans les dynasties suivantes. Pour mieux comprendre, observons un graphique indiquant les volumes de construction par pharaon. En l'observant, on remarque clairement que pendant la 4e dynastie, on a construit en quantité nettement supérieure par rapport aux autres périodes. Cette dynastie, qui n'a duré que 90 ans, a vu la réalisation des pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Mais il ne faut pas se fier au volume, car il ne s'agit pas seulement de quantité, mais aussi de qualité de construction. En effet, on constate que la 4e dynastie a non seulement construit davantage, mais aussi réalisé des œuvres de meilleure qualité. En regardant les pyramides construites pendant les différentes dynasties, il est évident que ni les dynasties précédentes, ni celles qui ont suivi la 4e, n'avaient les mêmes capacités de construction. La qualité supérieure de la 4e dynastie est évidente. Les pyramides de cette époque subsistent, alors que celles des autres sont en ruine. Comment expliquer cette anomalie ? Cette différence marquée peut être expliquée par des événements catastrophiques tels que des guerres, des pestes ou des tremblements de terre. Le problème, c'est que nous n'avons aucune preuve historique de ces événements. Il ne semble pas non plus y avoir de grandes différences technologiques entre les dynasties. Mais si nous faisons l'inverse, c'est-à-dire si nous excluons la 4e dynastie de notre analyse, nous remarquons une certaine continuité dans les capacités constructives de ces anciens architectes. À ce stade, il serait plus correct de se demander ce qui s'est passé pendant la 4e dynastie et ce qui a causé la perte de cette maîtrise constructive dans les dynasties suivantes. Si la raison pour laquelle cette incroyable capacité constructive s'est développée pendant la 4e dynastie reste encore un mystère, un autre sujet très débattu concerne la raison pour laquelle les pyramides ont été construites. Selon la théorie officielle, les pyramides étaient des monuments funéraires voulus par les pharaons. Sommes-nous certains que c'était le cas ? La première question que nous pouvons nous poser pour répondre à cette question est : combien de corps ont été découverts dans les pyramides ? La réponse est très simple : aucun. Mais non seulement aucun corps n'a été retrouvé, mais aucun des trésors avec lesquels les pharaons avaient l'habitude de se faire enterrer n'a été retrouvé non plus. Parler de tombe évoque forcément celle d'un pharaon, notamment Toutankhamon et toutes les légendes entourant sa découverte. Dans la tombe du pharaon, de nombreux objets ont été retrouvés, dont son char, des baldaquins et le sarcophage lui-même. Ce qui est curieux cependant, c'est que celle-ci ne se trouve pas dans une pyramide, mais est creusée dans le sol, dans la région appelée la vallée des rois, à des centaines de kilomètres des principales pyramides. Quelqu'un pourrait objecter en affirmant que la Grande Pyramide remonte à la 4e dynastie, tandis que Toutankhamon appartient à la 18e, donc, avec le passage des époques, le rite funéraire aurait pu être modifié, mais comme nous le verrons, ce n'est pas correct. En 1925, près de Gizeh, on a découvert la tombe d'Hétéphéré Ier, la mère de Khéops, le pharaon auquel les égyptologues attribuent la construction de la Grande Pyramide. Les objets retrouvés dans cette tombe sont similaires à ceux trouvés dans la vallée des rois.
ce qui suggère que les traditions funéraires n'ont peut-être pas tant changé au fil du temps. Les égyptologues expliquent cependant que rien n'a été retrouvé à l'intérieur des pyramides car, au fil des années, elles ont fait l'objet de nombreux pillages qui les ont dépouillées de tous les trésors qu'elles contenaient. Pour vérifier si l'hypothèse des égyptologues est cohérente, revenons en arrière dans le temps et fions-nous aux paroles d'Hérodote, l'historien grec considéré comme le père de l'histoire et qui a vécu en 484 avant Jésus-Christ. Hérodote, dans ses écrits, fournit une première information importante. À l'époque où il arriva en Égypte, la grande pyramide était encore recouverte de dalles de calcaire blanc, et la pierre blanche la faisait briller dans le désert, la rendant visible de très loin. Mais Hérodote fournit une autre information importante. D'après ce qu'il a appris, la tombe de Khéops ne serait pas la grande pyramide, mais se trouverait sur une île située au milieu des eaux du Nil. Ce roi fit creuser un canal du Nil jusqu'à la pyramide. Le canal est long, large et profond, et il a été creusé pour amener l'eau autour de l'endroit où se trouve la pyramide, de sorte qu'elle est ainsi entourée d'eau, le Nil l'entourant. Alors que la pyramide elle-même a été construite en pierre blanche, lisse et bien travaillée, une terrasse en pierre noire, lisse, semblable à la pierre de nombreuses statues, a été construite autour d'elle. Près de la pyramide, du côté nord, se trouve une tombe souterraine creusée dans le sol. On dit que le corps de Khéops y repose et qu'il est entouré d'eau, amené là par un canal depuis le Nil. Comme une pierre peut pivoter comme une porte, on peut entrer et sortir de cette tombe. En 25 avant Jésus-Christ, nous avons le témoignage de Strabon. L'historien grec est le premier à nous fournir une description de l'intérieur de la grande pyramide. La pyramide elle-même, selon Ératosthène, a une base de 7 stades et une hauteur de plus de 6. Son entrée se trouve derrière une pierre mince, qui peut être soulevée à l'aide d'un levier fait d'un bâton. L'entrée mène à un passage souterrain, incliné sur une longueur de 40 coudées, qui conduit à une chambre souterraine. Strabon décrit un couloir descendant qui mène à une chambre souterraine. Mais cette chambre est vide, elle ne contient aucun trésor ni aucune trace du pharaon. Un autre témoignage intéressant est celui du calife Al-Mamoun qui en 820 après Jésus-Christ entre dans la grande pyramide. Ne trouvant pas l'entrée utilisée par Strabon, il décide de créer une ouverture en creusant un tunnel d'accès qui par un heureux hasard croise le couloir descendant précédemment exploré par Strabon. Al-Mamoun déclare également avoir trouvé la chambre souterraine vide, mais il ne s'est pas découragé et a poursuivi son exploration. Il creusa un autre passage dans la roche qui le conduisit dans un nouvel espace, celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la Grande Galerie. La Grande Galerie est un couloir ascendant. Le calife la parcourt jusqu'à atteindre les 2 chambres, qui seront ensuite appelées Chambre de la Reine et Chambre du Roi, mais cette fois encore, les 2 chambres étaient mi-vides. Déçu par cette découverte, Al-Mamoun décide d'abandonner définitivement les recherches. Selon les égyptologues, le calife trouva les chambres vides parce qu'elles avaient été précédemment pillées. Mais à ce stade, il est légitime de se demander, si Al-Mamoun a dû ouvrir une brèche dans la roche pour accéder aux chambres supérieures, comment les pilleurs de tombes ont-ils fait pour y accéder ? Selon la version officielle, les pilleurs avaient dérobé le trésor par un passage appelé le canal du puits. Ce canal, en effet, relie la Grande Galerie au conduit descendant découvert par Strabon. Il est important de souligner cependant que ce tunnel n'a qu'une largeur de 90 cm avec des étranglements allant jusqu'à 65 cm et s'étend verticalement sur 60 mètres. Cela n'a certainement pas dû être facile pour les voleurs de descendre eux-mêmes et les objets précieux à travers ce petit puits. Des objets qui, comme vu précédemment, pouvaient aussi être de grande taille. Mais si nous acceptons l'idée que les pyramides étaient réellement des tombes et que les objets ainsi que le corps du pharaon manquent à cause des actions des pilleurs de tombes, il y a une autre question à laquelle il est nécessaire de répondre. Pourquoi l'égyptologie officielle attribue-t-elle la construction de 3 pyramides au pharaon Snéfru ? Les égyptologues suggèrent que très probablement Snéfru n'était pas satisfait des 2 premières ou qu'elles avaient peut-être des problèmes structurels. Et c'est pour cela qu'il décida d'en construire une 3e. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent.
La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre. Alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Il est difficile de contredire cette explication. On peut seulement remarquer qu'il est surprenant que le pharaon se soit engagé dans 3 projets de ce genre, dont 2 ont échoué, et qu'il ait fait cela en seulement 50 ans de règne. Une autre question qui se pose est pourquoi il y a 3 chambres funéraires à l'intérieur de la grande pyramide, étant donné que la pyramide n'aurait dû accueillir qu'une seule dépouille, celle du pharaon. L'hypothèse avancée pour expliquer la présence des 3 chambres est celle d'un changement de projet en cours de construction. Les 2 premières chambres, la chambre souterraine et celle de la reine, auraient été abandonnées à cause de modifications du projet, et c'est pourquoi elles n'auraient pas été achevées. En réalité, cette hypothèse subit un sérieux revers en 1992 lorsque l'ingénieur Rudolf Güntenbrink, grâce à un petit robot de son invention, fit une découverte exceptionnelle. Une preuve qui soutient la thèse du changement de projet est la longueur des conduits d'aération qui partent de la chambre de la reine. Selon les égyptologues, ces conduits étaient inachevés et ne s'élevaient que de quelques mètres. Cependant, le robot créé par Güntenbrink a totalement démenti cette conviction. Inséré dans les conduits, il a montré qu'il n'était pas incomplet, mais s'étendait en sur plus de 60 mètres dépassant la chambre du roi. Pour comprendre pourquoi cette découverte réfute la théorie du changement de projet, nous devons savoir que la construction de la pyramide se faisait de bas en haut, et que les chambres ainsi que tous les conduits n'étaient pas creusés dans la pierre, mais étaient le résultat de l'assemblage de blocs de roche préparés à l'avance. Donc s'il y avait eu un changement de projet, il n'aurait eu aucun sens de continuer à construire les conduits, cela aurait été un énorme gaspillage de temps et de ressources. Un autre point controversé et fascinant concerne les modalités et les délais de construction de la grande pyramide. Au fil du temps, plusieurs hypothèses ont été proposées. L'une d'entre elles prévoit la construction d'une rampe linéaire qui s'élève au fur et à mesure que la structure grandit. Mais si cette hypothèse semble la plus simple, une fois appliquée à la réalité, elle présente d'énormes problèmes. La pyramide de Khéops mesure aujourd'hui 138 mètres de haut. À l'époque de sa construction, sa hauteur était d'environ 146 mètres sta. Imaginez la longueur nécessaire de cette rampe pour qu'elle ne soit pas trop inclinée et permette de tirer les gros blocs de calcaire et de granit. En plus de cela, la rampe devait être démontée et reconstruite chaque fois que la structure devenait plus haute. On peut affirmer que la construction de la rampe aurait été plus laborieuse que la construction de la pyramide elle-même. D'autres théories supposent la construction de rampes en spirale, externe ou interne. Si ces hypothèses résolvent en partie le problème de la difficulté de construction d'une rampe linéaire, il reste un point encore peu clair, les délais de construction. Plusieurs chercheurs indépendants, dont vous trouverez les liens dans la description de la vidéo, se sont penchés de manière très approfondie sur cet aspect. Partons d'un fait que nous connaissons bien. Nous savons que la Grande Pyramide est composée de 2 415 000 pierres. Les égyptologues s'accordent à dire que sa construction a pris environ 20 ans. Maintenant, faisons comme si tout cet amas de pierres était déjà présent à la base de la pyramide. Nous ne prenons pas en compte le temps nécessaire pour l'extraction de la carrière et le transport. Pour poser 2 415 000 pierres en 20 ans, il faut en placer une toutes les 4 minutes et 21 secondes, et cela en considérant une journée de travail de 24 heures. Si en revanche on considère les heures de lumière du jour et que le chantier travaillait 12 heures par jour, il aurait fallu poser une pierre toutes les 2 minutes environ.
Admettons maintenant que la pyramide ait été construite à l'aide de rampes, qu'elles soient linéaires, en spirale ou externes. Nous savons qu'un homme peut marcher à une vitesse moyenne de 4 km/h, mais nous devons prendre en compte l'inclinaison de la rampe et le poids des gros blocs que les ouvriers devaient transporter. Tout cela fait évidemment baisser la vitesse moyenne, mais faisons un calcul par excès, et admettons que dans ces conditions, la vitesse moyenne soit de 2,5 km/h. Maintenant, considérons une rampe de 200 mètres avec une inclinaison de 6 degrés. Dans les conditions que nous venons d'exprimer, un homme mettrait environ 2 minutes 30 secondes pour parcourir la rampe et atteindre une hauteur d'environ 22 mètres. Avec ce simple calcul, nous dépassons largement les 2 minutes prévues selon le calcul précédent, et nous considérons une rampe linéaire qui atteint 20 mètres, mais nous savons que la pyramide est en réalité beaucoup plus haute. En plus de cela, nous ne prenons pas en compte qu'il fallait très probablement se déplacer dans des passages étroits, qu'il fallait tourner pour contourner la pyramide, et nous ne prenons pas en compte les conditions environnementales, la chaleur et la fatigue. Évidemment, à tout cela, on peut rétorquer que les hommes ne traînaient certainement pas un bloc à la fois, et c'est sûrement vrai. Mais combien de blocs pouvaient-ils réellement déplacer en même temps en tenant compte des limitations d'espace des rampes et du risque d'effondrement ? Regardons maintenant un exemple concret. Dans les années 60, lors de la construction du barrage d'Assouan, 2 temples à Abou Simbel ont été déplacés pour éviter qu'ils ne soient submergés. Ce projet gigantesque a nécessité la division des temples en blocs de pierre de 20 à 30 tonnes chacun. Il a fallu 3 ans pour achever le travail, et au final, 1035 blocs ont été déplacés. Cela signifie que chaque pierre a nécessité environ 25 heures de travail. Utilisons ces données comme référence et prenons en compte uniquement les plus gros blocs de la Grande Pyramide, ceux qui pèsent entre 25 et 70 tonnes, dont nous savons qu'ils ne représentent que 2% des pierres qui composent la Grande Pyramide. Calculons cela pour 12 heures de travail. Eh bien, il faudrait 133 ans pour toutes les mettre en place. À cela, on peut rétorquer que les temples ont été démontés avec une précision absolue et que cela a nécessité un travail plus précis que celui effectué dans la Grande Pyramide. Mais si nous pensons cela, nous ne devons pas oublier que nous comparons une technologie des années 60 du XXe siècle avec celle d'il y a 4000 ans. Nous parlons ici de seulement 2% des blocs requis pour construire la Grande Pyramide. On peut également objecter que les pyramides avaient une priorité plus grande par rapport aux temples situés près du barrage, et que par conséquent, pour la construction de la Grande Pyramide, il était possible de mobiliser beaucoup plus de main-d'œuvre. Cela aussi est vrai. Mais sommes-nous sûrs que l'hypothèse de ce nombre incroyable d'hommes utilisés pour la construction de la pyramide soit si évidente, et que cela au contraire ne risquait-il pas de paralyser tout un pays et de vider les caisses de la pyramide ? Comme nous l'avons vu, les méthodes qui ont permis la construction des pyramides sont loin d'être élucidées. En fait, pour l'instant, il y a plus de questions que de réponses. Mais il y a une autre question importante à résoudre. À quoi servaient les pyramides ? Que se cache-t-il dans les profondeurs de ces structures extraordinaires ? Récemment, le monde de l'archéologie a été bouleversé par une découverte incroyable. Une équipe japonaise dirigée par le célèbre égyptologue. L'égyptologue Zahi Hawass a révélé l'existence d'un tunnel secret, long de 9 mètres, caché au cœur de la grande pyramide de Gizeh. Le tunnel se trouverait au-dessus de la grande galerie et, selon les égyptologues, il pourrait s'agir de la véritable chambre contenant les restes du pharaon qui, rappelons-le, n'ont jamais été retrouvés à ce jour. Si cette découverte est sans aucun doute révolutionnaire, elle n'est rien comparée à ce que déclarent avoir découvert les 2 chercheurs italiens, Corrado Malanga et Filippo Biondi. 6 mois avant que la découverte de l'équipe japonaise ne soit annoncée, ils publiaient les résultats de leurs recherches dans la revue scientifique Remote Sensing. Et non seulement ils identifiaient au-dessus de la grande galerie le couloir repéré par le groupe de recherche japonais, mais ils découvraient aussi de nombreuses autres pièces, non seulement dans la pyramide, mais même jusqu'à 100 mètres en dessous de celle-ci. Pour bien comprendre la portée de cette découverte, nous devons cependant commencer par le début. Mais d'abord, faisons juste une petite introduction. Dans cette vidéo, nous ne traiterons pas les critiques de certains scientifiques envers les 2 chercheurs, mais présenterons leurs recherches. Et en particulier, nous approfondirons les déductions que le professeur Malanga a exposées sur l'utilisation qu'un peuple ancien aurait faite de ce monument incroyable.
De plus, pour ceux qui souhaitent approfondir et se faire leur propre idée directe de l'étude du professeur Malanga, le lien vers la recherche publiée dans la revue scientifique se trouve dans la description de la vidéo. Malanga et Biondi, pour réaliser leur étude, ont utilisé le CER, le radar à synthèse d'ouverture, en y appliquant cependant une petite mais ingénieuse modification. Le SAR, comme beaucoup d'entre vous le savent, est une technologie radar avancée qui utilise le traitement des informations radar pour créer des images haute résolution de la surface terrestre. Pour obtenir ce résultat, une antenne d'environ 6 mètres est installée sur un satellite qui, en se déplaçant le long d'un trajet prédéterminé, simule l'effet d'une antenne beaucoup plus grande, permettant d'obtenir des images très détaillées de la surface. E permette di catturare immagini molto dettagliate della superficie della Terra. Le radar fonctionne en émettant des radiations électromagnétiques qui, en se réfléchissant sur les objets, reviennent au satellite avec des informations détaillées. Ce système est utilisé pour des mesures environnementales. Par exemple, il est capable de détecter les vibrations des glaces terrestres avec une précision millimétrique. Le SAR est donc une technologie qui est déjà utilisée depuis longtemps, mais elle n'est cependant pas capable de voir dans le sous-sol terrestre. Comment ont donc fait les deux chercheurs ? Selon Malanga et Biondi, il a suffi de faire une petite modification au logiciel. Avec une astuce qui a consisté essentiellement en une modification logicielle des programmes utilisés, nous avons mis le radar dans des conditions lui permettant de regarder à l'intérieur de la pyramide. Gardez à l'esprit que ce que nous faisons, c'est modifier, commuter un signal électromagnétique en un signal sonore phononique, c'est-à-dire vibratoire. Donc, lorsque nous faisons plusieurs balayages, plus de signaux sont émis, plus d'informations nous reviennent du radar. En quelques millionièmes de secondes, entre un scan et l'autre, nous arrivons à voir les différences de déplacement de la vibration du matériau. La pyramide devient ainsi un objet transparent, car les phonons pénètrent mieux dans des matériaux comme le granit, par rapport aux ondes électromagnétiques qui n'arrivent pas à le traverser. Ainsi, Malanga et Biondi, grâce à ce système et à des scans répétés, ont réussi à obtenir une image détaillée de l'intérieur de la pyramide de Gizeh, qui devient pratiquement transparente et permet de voir tout ce qu'elle contient. En utilisant cette technique, c'est comme si l'on disposait d'un modèle tridimensionnel de la pyramide, qui peut être virtuellement sectionné pour en examiner l'intérieur. Exactement comme on coupe un gâteau en plusieurs parts pour en examiner les couches. Si ceci est un bref résumé de la technologie utilisée par les deux chercheurs, concentrons-nous maintenant sur ce qu'ils affirment avoir trouvé de caché. Ce que l'on voit est quelque chose d'incroyable. Il y a au moins 2 couloirs qui partent de sous la pyramide, à environ 100 mètres de profondeur, et ils montent comme les 2 branches d'un diapason, un diapason de pierre, et ceux-ci montent et arrivent jusqu'au niveau du sol. À l'intérieur de la pyramide, il y a 2 pièces. De ces 2 pièces partent 2 autres couloirs, qui vont à environ 100 mètres de hauteur et qui sont réunis par un seul couloir. De ce couloir unique part un autre couloir, qui entoure complètement cette structure appelée Z et qui se trouve au-dessus de la pièce communément appelée chambre du roi. La grande pyramide cacherait donc à l'intérieur de nombreuses autres pièces encore inconnues aujourd'hui. Mais pas seulement. Il y aurait même des structures mystérieuses à 100 mètres sous la pyramide. C'est ce que les deux chercheurs déclarent avoir identifié dans le sous-sol et parmi les blocs de granit de la Grande Pyramide. C'est sans aucun doute une découverte bouleversante, qui change totalement l'idée que nous avions jusqu'à présent de la Grande Pyramide. Mais pourquoi les anciens Égyptiens auraient-ils construit cette incroyable pyramide ? Le professeur Malanga a une explication pour tout cela. Comme nous l'avons vu, une série de couloirs partent des profondeurs et s'élèvent jusqu'à entourer la chambre du roi et la structure appelée Z. La chambre Z, ou galerie Z, est une structure mystérieuse dont on sait encore peu de choses aujourd'hui. Les égyptologues ignorent encore si cela résulte d'un processus de production ou avait une fonction symbolique ou religieuse. Le chercheur indépendant Mario Pinkerl, spécialiste du Z, s'était déjà interrogé sur cette étrange structure il y a des années et avait proposé une explication très différente. Pour Pinkerl, le Z était le point crucial de la Grande Pyramide.
En réalité, la pyramide elle-même aurait été construite pour protéger cette tour de granit, qui aurait une origine très ancienne. Elle serait arrivée de Mésopotamie en Égypte, où elle aurait d'abord été placée au-dessus de la pyramide de Zoser, puis seulement après à l'intérieur de la grande pyramide. Le Z pour Pinkerl est un lieu où le temps et l'espace se modifient. Un lieu capable de générer des ondes alpha qui communiquent avec les lobes frontaux des hommes qui étaient déplacés dans ce sarcophage ou cette cuve, qui se trouve encore aujourd'hui dans la chambre du roi dans la grande pyramide. La thèse du professeur Malanga, née après la découverte de ces structures mystérieuses situées à l'intérieur de la grande pyramide et dans son sous-sol, se rapproche à certains égards de celle de Pinkerl. La pyramide de Gizeh serait, selon le professeur, la maison de la vie, un lieu où le pharaon se rendait pour se soigner et se régénérer. La structure Z serait donc un dispositif acoustique qui, à travers un système de filtres, canaliserait les ondes sonores générées par le vent vers la pièce située en dessous. Ces ondes, selon différentes simulations informatiques réalisées par le professeur, seraient dirigées exactement vers la tête d'une personne située à l'intérieur de la cuve en granit placée dans la chambre du roi. De plus, toujours selon le professeur Malanga, afin d'amplifier les propriétés curatives des basses fréquences produites par la structure en granit, la pyramide aurait été remplie d'eau, à travers laquelle les ondes sonores auraient été amplifiées et auraient régénéré ou guéri le pharaon, augmentant ainsi sa longévité. Le pharaon, grâce à cette vibration, appelons-la curative, était régénéré. S'il était malade, il guérissait et devenait plus longévif. En effet, la véritable histoire, pas celle racontée par les égyptologues, mais la véritable histoire rapportée sur la pierre de Palerme ou sur le papyrus de Turin, montre que nous avons perdu 27 000 ans d'histoire égyptienne quand les premiers pharaons vivaient 9 000 ans. Ptah, le premier pharaon dieu, vit 9 000 ans, le deuxième pharaon dieu, Ra, vit et règne pendant 1000 ans. Clairement, tout cela va à l'encontre de toute reconstitution de l'égyptologie officielle et peut sembler n'être que le fruit d'un esprit imaginatif. Mais sommes-nous certains qu'il faille ainsi écarter la recherche du professeur Malanga ? Ces dernières années, au moins 2 découvertes scientifiques curieuses ont été faites par 2 groupes de recherche. Découvrons-les ensemble. La première a été réalisée par une équipe de chercheurs internationaux composée d'ingénieurs, d'architectes et d'archéologues qui a étudié la vitesse des processus de chauffage et de refroidissement de la grande pyramide à l'aide de scans thermiques. Les chercheurs ont découvert quelque chose de très particulier en analysant les données. En effet, ils ont remarqué que l'ensemble des blocs de pierre qui constituent la grande pyramide, dans sa partie avant, présentent un comportement uniforme, tandis que 3 pierres en particulier affichent des températures plus élevées. Cette anomalie thermique a longtemps intrigué les scientifiques, qui sont arrivés à la conclusion qu'elle pouvait s'expliquer par la présence de courants internes ou de cavités sous la surface de la grande pyramide. O di cavità sottostanti la superficie della grande piramide. Étant donné que les cavités ne retiennent pas la chaleur comme le font la roche ou le sol, cela ouvre la porte à différentes possibilités, y compris la présence d'éléments structurels sous la couche superficielle qui pourraient mener à des espaces ou des lieux actuellement inconnus. Cette découverte semble donc valider ce qui est affirmé par Malanga et Biondi, à savoir qu'il y aurait d'autres pièces à l'intérieur de la pyramide, ainsi que 2 structures sous celle-ci qui s'étendraient sur environ 100 mètres SCO. Une autre découverte curieuse a été réalisée par les physiciens de l'université ITME à Saint-Pétersbourg, dont les résultats ont ensuite été publiés dans la revue scientifique Journal of Applied Physics. Dans cette étude, les chercheurs affirment avoir détecté une caractéristique très étrange dans la grande pyramide. Avec un certain étonnement, les physiciens ont en effet remarqué que la grande pyramide de Gizeh parvient à concentrer l'énergie électromagnétique, et plus précisément les ondes radio, en des endroits spécifiques de la pyramide. En particulier dans la chambre du roi, dans celle de la reine, et dans la chambre inachevée située à la base. Cette découverte a conduit les scientifiques à concevoir des nanoparticules inspirées de la structure de la grande pyramide, des structures pyramidales capables de reproduire un effet similaire dans le domaine de l'optique. Un effet aujourd'hui utilisé pour rendre les cellules solaires plus efficaces. Ces caractéristiques particulières observées dans les pyramides égyptiennes peuvent être le témoignage d'une ancienne et évoluée civilisation ayant vécu à une époque reculée. Des indices d'une civilisation très ancienne et mystérieuse, après tout, on en retrouve dans divers endroits de la planète. Il suffit de penser à Cusco, à ses incroyables pyramides et à ses énigmatiques murs mégalithiques,
à Pumapunku ou à l'extraordinaire découverte de Göbekli Tepe. Mais si ceux-ci ne sont que quelques exemples de lieux riches de charme et de mystère, pour soutenir ceux qui croient qu'il a existé une civilisation très ancienne dans un passé lointain, il existe une littérature immense. Le récit d'une ancienne catastrophe qui détruisit le monde antique est présent dans presque toutes les cultures du monde. Le récit d'anciens sages, porteurs de connaissances, qui parcourent le monde pour diffuser leur savoir aux peuples ayant survécu à une catastrophe globale, se retrouve dans les textes de diverses cultures. Par exemple, il porte le nom d'Anunnaki dans la culture de l'ancienne Mésopotamie, ou de descendants d'Horus dans l'Égypte antique, ou de veilleurs chez les populations d'Amérique du Sud. Et que quelque chose d'extraordinaire se soit réellement produit dans l'histoire relativement récente de notre planète, nous en avons également la confirmation par la science officielle. En effet, les carottages effectués dans la glace de l'Antarctique ont confirmé qu'il y a environ 13 000 ans, l'atmosphère de notre planète a connu une augmentation soudaine de poussière, de métaux et d'autres débris. Tous ces éléments sembleront... C'est un événement de l'ancienne culture. C'est une ancienne culture. Cet impact terrible aurait provoqué, en plus, un événement destructeur à l'échelle mondiale. Un changement radical du climat avec un refroidissement brutal qui aurait provoqué l'extinction massive de nombreuses espèces animales et végétales. Cette période, appelée Dryas récent, aurait duré environ 1000 ans. Puis soudainement, à la suite d'un événement encore inexpliqué, au cours des 100 années suivantes, le climat se serait réchauffé et se serait stabilisé aux niveaux actuels. S'il y avait eu une civilisation avancée avant ces événements tragiques, nous en trouverions aujourd'hui des traces. Comme nous l'avons dit précédemment, si nous regardons les textes anciens, nous trouvons en réalité divers indices et références qui laissent penser que tout cela aurait pu être possible. Une très ancienne civilisation aurait pu être détruite par ces terribles événements, mais elle ne disparut pas totalement. Les survivants parcoururent le monde et tentèrent de transmettre leurs connaissances à tous ces peuples moins évolués qui avaient échappé à la catastrophe. Des témoignages de ce genre, comme nous le savons, se trouvent dans l'Ancien Testament de la tradition chrétienne, dans la mythologie et les textes sacrés indiens, chez les Sumériens et dans le mythe de l'Atlantide cité par Platon. Dans le Ramayana, le texte sacré hindou, on trouve par exemple écrit « Le ciel devint rouge et la terre trembla. Un déluge de feu tomba du ciel. Le monde entier fut détruit. » On retrouve les mêmes éléments, par exemple, dans le livre Popol Vuh de la tradition maya, où est racontée la destruction du premier monde. Il y eut un déluge qui détruisit la terre. Le ciel s'assombrit et la terre trembla. Les hommes se dispersèrent et leur langue fut confondue. Si ce ne sont que deux exemples de la tradition mythologique de deux cultures du monde antique, on trouve des témoignages de comètes, d'animaux disparus et d'inondations dans les représentations rupestres du monde entier. Comme par exemple en France, dans la grotte de Lascaux, en Val Camonica, en Italie, dans les pétroglyphes de Sego Canyon, aux États-Unis, ou sur certains piliers retrouvés sur le site de Göbekli Tepe, en Turquie. La datation précise de ces gravures est incertaine, mais leur association avec l'ère du Dryas récent est basée sur des facteurs tels que le style, le contenu des gravures et la datation. Certaines de ces gravures ont en effet été datées grâce à la technique du radiocarbone et ont fourni un âge précis de leur réalisation qui coïncide parfaitement avec la période du Dryas récent. Comme nous venons de le voir, les témoignages qui racontent l'existence d'une civilisation antérieure à celle que nous connaissons sont multiples, tout comme la représentation d'un événement catastrophique qui mit fin à cette civilisation. Mais comme nous le disions au début de la vidéo, aujourd'hui notre recherche se concentre sur l'analyse de ces marqueurs technologiques qui prouvent l'existence d'une technologie supérieure à une époque où il n'était pas possible que celle-ci soit répandue. Revenons donc en Égypte et dirigeons-nous vers Saqqara. À Saqqara, nous trouvons la pyramide de Djéser, qui est considérée par les égyptologues comme la plus ancienne pyramide égyptienne ayant survécu jusqu'à nos jours. La pyramide est située au nord-est de Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte, et selon les reconstitutions officielles, elle remonterait à la 3e dynastie, donc à 2686 avant Jésus-Christ. Saqqara est également célèbre pour le Sérapéum, un temple souterrain dédié au dieu Apis. À l'intérieur des galeries situées sous le temple, on a en effet retrouvé d'énormes sarcophages réalisés à partir de blocs de granit pesant jusqu'à 70 tonnes
Ceux-ci ont été découverts en 1851 par Auguste Mariette, un archéologue français. Et selon les reconstitutions officielles, les sarcophages auraient dû contenir les dépouilles de taureaux momifiés. Mais en réalité, rien n'a jamais été retrouvé à l'intérieur, et le site reste encore aujourd'hui entouré de mystères. Mais les sarcophages du Sérapéum de Saqqara ne sont pas le seul mystère présent sur le site. Quelque chose de beaucoup plus simple et à certains égards banal remet en question les reconstitutions des égyptologues et pourrait représenter ce marqueur technologique que nous recherchons. Nous faisons référence au vase du pharaon Djéser, une collection d'environ 40 000 vases que le souverain du pays du Nil, célèbre pour la pyramide à degrés de Saqqara construite pour lui par l'architecte Imhotep, aurait rassemblé vers 2800 avant Jésus-Christ. Mais qu'ont-ils de si particulier ces vases ? Avant d'analyser les données techniques qui rendent ces objets uniques, il est fondamental de rappeler qu'au cours de son histoire, l'humanité a principalement façonné les vases en utilisant des matériaux ductiles comme l'argile, la terre cuite et le verre soufflé. Dans certains cas, on a utilisé des matériaux plus résistants, comme l'albâtre, qui reste cependant relativement facile à travailler. Généralement, les artisans utilisent le tour pour donner au vase la forme arrondie caractéristique que nous connaissons tous. La particularité de ces objets trouvés à Saqqara, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir été fabriqués au tour, mais qu'ils ne sont même pas faits avec ce type de matériaux. La plupart d'entre eux sont en effet fabriqués en granit, et même en diorite, et cela, qui peut sembler un détail insignifiant, change complètement la donne. Pour bien comprendre l'importance de la question, nous devons nous référer à l'échelle de Mohs, c'est-à-dire l'échelle qui classe la dureté des pierres. Cette échelle a été conçue par le géologue allemand Friedrich Mohs en 1812 et utilise 10 minéraux de référence, chacun pouvant rayer les minéraux de dureté inférieure et pouvant être rayés par ceux de dureté supérieure. La dureté dans cette échelle est définie par la capacité d'un minéral à résister à l'abrasion ou à la déformation, et elle s'étend de la valeur la plus basse d'un correspondant au talc, jusqu'à la valeur la plus élevée de 10 attribuée au diamant, le minéral naturel le plus dur connu. L'échelle suit cet ordre et classe du plus tendre au plus dur. Le talc, le gypse, la calcite, la fluorite, l'apatite, le feldspath orthose, le quartz, la topaze, le corindon et enfin le diamant. La diorite, qui est le matériau utilisé pour fabriquer les vases trouvés dans la collection de Djéser, se situe entre la 6e et la 7e position de l'échelle de Mohs. Pour avoir une idée de la dureté du matériau avec lequel ces vases sont fabriqués, il suffit de penser que l'acier, sur cette échelle, se trouve à la 4e position. Cela signifie qu'une pointe en acier n'est pas capable de rayer la diorite. Évidemment, nous parlons de dureté et non de résistance. Il doit être clair que si nous frappons un vase en diorite avec un marteau, il se brise en 1000 morceaux, alors que cela n'arrive pas avec un objet en acier. La dureté est donc une autre chose, et dans le cas de la diorite, même aujourd'hui, nous aurions encore des difficultés à réaliser de tels objets. La diorite ou même le granit sont souvent utilisés pour réaliser des statues ou des sculptures. Mais la réalisation d'un vase, même si cela peut sembler plus simple en apparence, est une opération bien plus complexe. En effet, s'il est déjà compliqué de travailler ces matériaux de l'extérieur, travailler des matériaux aussi durs à l'intérieur, par exemple dans un vase, devient presque impossible. Si comme les vases de Djéser, ceux-ci ont un col étroit et allongé et un corps large, il demeure encore aujourd'hui incompréhensible comment un peuple primitif a pu les façonner. La seule possibilité est qu'ils aient utilisé des outils munis de pointes ou de brosses faites de quartz, d'émeraude ou de diamants. Cependant, selon les archéologues, les anciens Égyptiens, qui vécurent il y a des milliers d'années, ne disposaient mais pas de tels outils avancés. De plus, pour les vases caractérisés par un col très étroit ou par un corps particulièrement large par rapport au col, même cette technique n'aurait pas été applicable. En supposant hypothétiquement que les habiles artisans égyptiens se soient consacrés avec une extraordinaire dévotion à l'utilisation de poudre de quartz pour façonner les vases, il reste néanmoins l'énigme de savoir comment ils pouvaient sculpter l'intérieur même du vase. Il devient évident que, en raison de limitations techniques intrinsèques, l'espace vide à l'intérieur du vase n'aurait pas pu dépasser en largeur le diamètre du col du vase. Mais ce n'est pas le seul problème que l'on rencontre. En observant les vases, on remarque qu'ils ont une rondeur parfaite, comme celle donnée par les maîtres potiers qui utilisent dans le tour. Mais réaliser une telle rondeur parfaite en sculptant la pierre est une opération impossible.
En plus de cela, ce qui surprend aussi, ce sont les incisions extrêmement fines, qui selon l'avis de nombreux experts, auraient été réalisées avec des pointes minuscules, d'une taille incroyable de 0,12. En somme, les vases de Djéser sont une énigme extraordinaire, et à ce stade, il est inévitable de se demander pourquoi les anciens Égyptiens fabriquaient Pampsi des objets d'usage courant avec une pierre aussi dure et difficile à travailler. Ces objets avaient-ils des buts ou usages qui nous sont inconnus ? Un autre aspect particulier est que les vases les plus anciens, c'est-à-dire ceux attribués aux dynasties les plus reculées, sont fabriqués en diorite. Ceux des dynasties récentes sont faits de matériaux plus tendres, comme si la technique ou la raison de fabriquer les vases anciens avait été perdue. Ce n'est pas un aspect nouveau dans l'ancienne culture égyptienne. On le retrouve aussi dans les pyramides, où celles attribuées aux plus anciennes dynasties montrent une facture plus complexe. Il suffit de penser à la grande pyramide de Gizeh, alors que celles des dynasties plus récentes sont bien moins élaborées et souvent réduites à des tas de pierres. Et si nous admettions que les pyramides ne sont pas, comme l'affirment les égyptologues, les tombes dans lesquelles les pharaons étaient enterrés, mais qu'elles avaient des fonctions qui nous sont inconnues. Il est plausible que les vases de Djéser ne soient pas de simples récipients, mais que leurs incroyables particularités aient eu des motivations précises dont nous ignorons tout. Et cela expliquerait un autre fait peu clair, l'endroit où ces extraordinaires objets ont été découverts. La pyramide de Djéser se distingue des autres par sa forme singulière à degrés, une véritable anomalie par rapport aux pyramides régulières auxquelles nous sommes habitués. Mais l'aspect qui la rend encore plus énigmatique, et que beaucoup ignorent, c'est le complexe souterrain qui se cache en dessous. Un réseau de galeries s'étend sur environ 6 km partant d'une chambre centrale située à 28 mètres de profondeur et d'un diamètre d'environ 7 mètres sous. Les égyptologues pensent que ces chambres et salles souterraines étaient destinées à la sépulture du pharaon Djéser. Il est inutile de préciser que la dépouille du pharaon n'a jamais été retrouvée ici, ni des artefacts qui pourraient indiquer de manière univoque que cette structure avait une fonction funéraire. On y a trouvé tout autre chose dans ces profondeurs, et précisément en 1920, lorsque l'exploration des puits les plus profonds, à environ 50 mètres sous terre, a conduit à la découverte d'un trésor inattendu. Les 40 000 vases en pierre de différentes formes et tailles dont nous avons parlé jusqu'à présent. Ces artefacts sont restés parfaitement conservés pendant des milliers d'années, mais pourquoi les cacher dans les profondeurs du sous-sol de la pyramide ? À quoi servaient ces vases ? Un indice possible se trouve dans les nombreuses histoires de morts mystérieuses, de malheurs inexorables et d'événements inexplicables qui ont frappé quiconque osait troubler le repos éternel des pharaons. Le cas le plus célèbre est sans aucun doute celui de Toutankhamon, dont la malédiction est devenue une légende dans le monde entier, enveloppant l'Égypte ancienne de mystères et alimentant des théories inquiétantes. En 1922, après des années de recherche, l'archéologue britannique Howard Carter découvre la tombe de Toutankhamon, le pharaon ayant vécu pendant la 18e dynastie et mort à l'âge de seulement 19 ans. Le règne de Toutankhamon fut en réalité très bref. Sa vie fut écourtée par une maladie mystérieuse, mais il devint l'un des pharaons les plus célèbres d'Égypte grâce à la découverte de sa tombe intacte après des millénaires. Mais ce n'est pas tout. Une terrible légende raconte en effet que tous ceux qui furent impliqués dans cette découverte extraordinaire furent frappés par une malédiction qui les conduisit rapidement à la mort. Et cela se produisit effectivement quelques semaines après la découverte, lorsque Lord Carnarvon, le financier des recherches de Carter, mourut d'une maladie non spécifiée qui se manifesta par des symptômes d'empoisonnement du sang et de pneumonie. Mais ce ne fut que la première d'une série de morts mystérieuses qui frappèrent chercheurs, pilleurs de tombes et simples ouvriers ayant travaillé sur le site archéologique. Existe-t-il donc un lien entre ces décès énigmatiques et la malédiction que les anciens Égyptiens prédisaient à quiconque violerait ces lieux sacrés ? Selon le chercheur Ross Fellow, oui, et la cause serait attribuée à un empoisonnement par les radiations qui frappera tous ceux qui ont participé à la découverte de la tombe de Toutankhamon. Mais pas seulement eux. En effet, de très nombreux hommes et femmes auraient payé de leur vie leur soif de connaissance. Carter lui-même, par exemple, quelques années après la découverte, mourra d'un lymphome très agressif.
Clairement, la théorie de Fellows est sans aucun doute extraordinaire, mais comme nous le verrons plus tard, elle n'est pas le fruit de simples spéculations. Elle est soutenue par des faits et des données concrètes qui, nous en sommes sûrs, attireront votre attention et ne vous laisseront pas indifférents. Ceux qui profaneront cette tombe rencontreront la mort à cause d'une maladie qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer. Une étude menée entre 1999 et 2005 a montré que l'incidence des tumeurs hématopoïétiques, c'est-à-dire celles qui ont, parmi leurs causes principales, l'exposition aux radiations, est proportionnellement plus élevée en Égypte que dans tout autre pays aux conditions environnementales similaires. Cette incidence a été vaguement attribuée à des facteurs liés au mode de vie moderne, comme l'alimentation et les polluants industriels. Cependant, cette vision a été fermement réfutée par des preuves provenant de l'ancienne Égypte. Des études médico-légales confirment en effet une incidence étonnamment élevée de tumeurs hématopoïétiques, même dans l'ancienne Égypte. Les analyses de squelettes provenant de divers endroits et périodes ont révélé des exemples de multiples lésions ostéolytiques dues au myélome, de maladies articulaires dégénératives, de porosité crânienne et de carcinome du nasopharynx à des taux bien plus élevés que dans les populations modernes. Cela, selon l'avis de plusieurs chercheurs, contredit fermement l'idée que ce type de tumeur puisse être considéré uniquement comme une maladie moderne. Une étude supplémentaire a analysé les causes de décès d'environ 500 égyptologues ayant travaillé sur des sites archéologiques entre 1800 et les années 2000. De l'analyse de ces données ressortent de nombreux décès précoces et soudains, parmi lesquels on retrouve également plusieurs victimes illustres. Outre les déjà mentionnés Carter et Carnarvon, nous trouvons Jean-François Champollion, célèbre pour ses traductions, qui a passé de nombreuses années à étudier les textes à l'intérieur des pyramides de Saqqara. Jusqu'à ce qu'en 1932, il meure, à l'âge de 41 ans d'épuisement et d'apoplexie, en même temps que 5 de ses compagnons. Auguste Mariette, pionnier des fouilles à Saqqara, a souffert de diverses maladies et d'une quasi-cécité avant de s'effondrer à cause d'une hémorragie violente et de mourir à 59 ans. L'éminent égyptologue britannique Walter Bryan Emery a passé de nombreuses années à fouiller à la recherche de vestiges, jusqu'à ce qu'il s'effondre dans une tombe à Saqqara et meure en quelques heures. L'archéologue américain George Reisner a passé des années à fouiller les mastabas de Gizeh, jusqu'à ce qu'à l'âge de 75 ans, il s'effondre à l'intérieur de la Grande Pyramide et meure d'un empoisonnement suspect. Parmi les morts suspectes figure aussi celle d'un des personnages historiques les plus célèbres de l'humanité. Napoléon Bonaparte. Il s'agit probablement seulement d'une impression ou simplement d'une curiosité historique. Mais Napoléon Bonaparte avait effectivement mené une expédition militaire et scientifique en Égypte, au cours de laquelle il explora ses anciennes ruines. Et, selon certains récits, il alla même jusqu'à passer la nuit à l'intérieur de la Grande Pyramide. Napoléon mourra à seulement 51 ans après avoir souffert pendant des mois de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales et de caillots sanguins que l'autopsie post-mortem attribuera à un cancer de l'estomac. Nous répétons encore une fois que cela pourrait n'être qu'une simple impression. Mais les données examinées dans cette étude montrent que sur les 500 cas analysés de chercheurs ayant travaillé activement sur certains sites de l'Égypte antique, pas moins de 119 mourront de maladies soudaines et pas entièrement élucidées. À cela, il faut ajouter que la cause exacte du décès, surtout dans les cas les plus anciens, n'était souvent pas du tout mentionnée ou était liée à des symptômes génériques rapportés par le patient, plutôt qu'à un examen médico-légal précis. À cela, il faut également ajouter que certaines formes de tumeurs n'étaient pas connues dans l'Antiquité. La leucémie, par exemple, n'a été définie qu'au milieu du XIXe siècle, et le lymphome seulement à la fin du XIXe siècle. Alors, que montrent ces données ? Les chercheurs qui ont contribué aux découvertes dans l'Égypte ancienne ont-ils été victimes d'une irradiation mal définie ? Ou s'agit-il simplement de simples coïncidences ? Pour mieux saisir la question soulevée par Fellows, il faut revenir en arrière et analyser certaines spécificités de l'ancienne civilisation égyptienne. Dans l'Égypte ancienne, la mort n'était pas une simple fin, mais un passage vers une autre existence, un royaume divin où le pharaon, comme Osiris, le dieu solaire, rejoignait les dieux. La mastaba, la tombe monumentale en forme de pyramide tronquée, était le lieu sacré où cet événement miraculeux se produisait. Selon la légende, Osiris, après avoir été tué par son frère Seth, ressuscita grâce à l'intervention de sa femme Isis et de son fils Horus.
Son corps fut préparé avec des rites magiques et placé à l'intérieur d'un coffre en pierre. Transformé en lumière incandescente, Osiris monta au ciel, rejoignant son père. C'est une interprétation religieuse et humanisée d'un rite très ancien, qui en substance réinterprète quelque chose que les anciens Égyptiens ne comprenaient peut-être pas pleinement. En effet, le corps d'Osiris, pendant la préparation au rite, était nourri avec de supposés gâteaux et de la bière, puis il était placé à l'intérieur d'une chambre de pierre où, magiquement, il se transformait en lumière incandescente et montait au ciel pour rejoindre le Dieu Père. Les Égyptiens les plus anciens de l'Ancien Empire croyaient que ce processus était littéralement et physiquement réel, accompli par l'alchimie ou la magie, et qu'il ne pouvait pas être compris par l'homme ordinaire. Après la première période intermédiaire, les Égyptiens ordinaires héritèrent de la littérature funéraire de l'Ancien Empire, censée receler de grands secrets. Les textes anciens mettaient en garde contre la révélation de leurs mystères. Ne le montre à aucune autre personne. C'est un véritable mystère qu'aucun homme ne connaît nulle part. Le livre des morts faisait également une distinction entre les anciens rois de l'Ancien Empire et l'humanité ordinaire, qui étaient caractérisés comme des gens du peuple. Le moyen qui permettait cette transformation et l'ascension vers le ciel était l'effluve invisible contenu dans les offrandes magiques. Osiris, par exemple, déclare dans les textes des sarcophages « J'ai du pouvoir grâce aux offrandes. J'avance grâce à l'effluve. Grâce à la magie, prends l'effluve, ainsi tu ne seras pas inerte. Avance à partir du feu ardent. J'ai mangé la magie des esprits de la nourriture magique. Les âmes sont en moi, les ombres sont en moi. Je suis transformé en puissants esprits. Je brille dans le soleil, grâce à l'effluve. Je suis l'ancien. Mon âme possède le pouvoir dans sa forme primordiale. » Dans les textes funéraires égyptiens, ces offrandes étaient appelées Sephaou, une nourriture magique qui joue un rôle crucial dans le processus de résurrection du pharaon. Décrite comme des gâteaux et de la bière, ou du pain et du lait, cette nourriture était plus qu'une offrande rituelle. Elle jouait un rôle clé dans la transformation du corps du souverain. Parmi les aliments magiques, les petits gâteaux au safran avaient une importance particulière. Symbolisant l'œil d'Horus, le dieu du ciel, ces petits gâteaux étaient offerts à Osiris pour nourrir son âme et la préparer pour son voyage vers l'éternité. Dans les textes des sarcophages, une série d'incantations décrit en détail la préparation et la consommation de cette nourriture magique. L'effluve, une substance énergétique provenant de la nourriture, était associée au mouvement du soleil et était administrée en portions spécifiques. Quelle était donc cette nourriture magique capable d'élever l'âme du pharaon jusqu'au ciel ? Fait surprenant, certains chercheurs ont trouvé une curieuse analogie entre la description du Sephaou, mentionnée dans les textes égyptiens et considérée comme une nourriture magique, et les procédés de la technologie nucléaire moderne. Le yellow cake, le minerai brut d'uranium-235, le principal combustible nucléaire, présente en effet des caractéristiques similaires à la nourriture magique décrite dans les anciens textes. Cependant, le yellow cake brut n'est pas suffisant pour provoquer une réaction nucléaire et doit être enrichi à une concentration supérieure. Ce procédé le fait devenir plus pur. Consommé, il prend la forme d'un liquide laiteux réfrigéré. C'est justement cet aspect laiteux qui semble être décrit de manière cryptique dans les textes des sarcophages, où le procédé semble rappeler la purification de la nourriture magique et sa préparation pour la consommation par Osiris. Osiris recevait le fluide laiteux du sein d'Isis. Il recevait l'effluve de la boisson froide, l'effluve de la décomposition. La boisson froide est à toi, l'effluve est à toi, les pouvoirs sont en lui. Le corps du pharaon, donc nourri avec ces éléments spécifiques, aurait ensuite déclenché une réaction qui aurait produit une lumière violente et une chaleur extrême. Les preuves physiques trouvées à l'intérieur de la Grande Pyramide semblent étonnamment soutenir cette incroyable théorie. Les parois de la chambre du roi semblant en marbre poli, car elles reflétaient la lumière des torches des explorateurs. Mais en réalité, on a ensuite compris qu'il s'agissait de granit vitrifié à cause d'une source de chaleur extrême. Le sarcophage en pierre est composé de granit gris ordinaire, mais sa surface présente une couleur brun foncé inhabituelle, comme si elle avait été cuite par une chaleur intense, et les bords montrent des signes de fusion. Cette chaleur, selon certains chercheurs, pourrait avoir été générée par une réaction nucléaire déclenchée par le Sephaou.
Cette technologie basée sur l'uranium aurait également produit des déchets radioactifs qui auraient été gérés par l'enfouissement, et il existe des preuves textuelles et physiques de cette pratique. Dans la légende égyptienne par exemple, on raconte qu'à la mort d'Osiris, les morceaux de son corps furent enfermés dans un cercueil doublé de plomb et enterrés profondément sous l'eau. Cette description est cohérente avec la structure de la soi-disant tombe d'Osiris à Gizeh, qui consiste en un puits vertical de 30 mètres de profondeur rempli d'eau, au fond duquel se trouvait un sarcophage en dacite pesant environ 40 tonnes. Les coffrets en basalte, au deuxième niveau, à environ 20 mètres de profondeur, ont été examinés avec un compteur Geiger et se sont révélés intensément radioactifs, surtout à l'intérieur. Toujours à Gizeh et plus précisément dans les entrepôts, au sous-sol dans la vallée de Chefren, et au deuxième niveau du puits de l'âme de la tombe d'Osiris dont nous venons de vous parler. Des niveaux de radiation exceptionnellement élevés ont été détectés, alors que dans plusieurs tombes souterraines à Saqqara, on a plutôt détecté du radon, c'est-à-dire un gaz radioactif, émis lors des phases de désintégration de l'uranium. Ces niveaux radioactifs, qui sont considérés comme supérieurs à la radioactivité normale présente dans le sol, laissent supposer que ces sites pouvaient réellement être des lieux destinés au stockage de déchets radioactifs. Et ils invitent sans aucun doute à effectuer d'autres analyses. Cette thèse semblerait en outre être confirmée par les textes anciens retrouvés en Égypte, où il est clairement affirmé que le corps d'Osiris, ou plutôt ce qu'il en restait, devait être considéré comme un matériau de rebut, et l'humanité est avertie de s'éloigner de ces restes, car des esprits nuisibles y seraient en présent. Mais l'étude de Fellows ne s'arrête pas là. Il cherche d'autres preuves et analyse les mastabas, les tombes monumentales, utilisées pendant les premières phases de la civilisation égyptienne. Les tombes à mastaba de l'Égypte ancienne sont une énigme complexe et apparemment, elles n'ont rien de ce à quoi on pourrait s'attendre d'une sépulture. Pas de momie, pas de squelette, pas de riches objets funéraires. Au début, ce n'étaient que de simples trous dans le sol, puis, avec le temps, ils sont devenus de véritables monuments. Des structures rectangulaires surélevées, avec 2 pièces intérieures et un puits profond menant à une chambre funéraire souterraine. Mais la chose la plus étrange, c'est que ces mastabas étaient toutes identiques. Peu importe l'importance du défunt, sa tombe avait toujours le même aspect, exactement le même. Et il n'y avait même pas de décoration, du moins au début, seulement de simples pierres dépourvues de tout ornement. Les archéologues ont trouvé de tout dans les mastabas, des statues, des objets de la vie quotidienne, même des offrandes votives, mais pas la moindre trace d'une momie, d'un squelette ou d'un os. Alors, où sont passés les corps ? L'étymologie même du terme mastaba pourrait cependant nous fournir un indice supplémentaire. En arabe, le terme mastaba signifie banque ou banquette, une association issue des premiers archéologues européens, fondée sur les noms donnés par les ouvriers locaux. Cependant, la forme et la fonction de ces structures ne ressemblent en rien à un banc. Et cela a poussé les chercheurs à approfondir les études, qui ont révélé que mastaba dériverait de l'ancien perse bank, qui signifie bunker ou voûte. Un terme qui convient certainement mieux à ces structures, qui semblent caractérisées par des espaces souterrains et des chambres cachées. De plus, bank ne fait pas référence à un banc au sens de siège, mais plutôt à un lieu sûr pour conserver quelque chose de précieux ou de dangereux. La fonction première et originelle des mastabas égyptiens était celle de la conservation de grandes quantités d'offrandes dans des récipients en céramique, pour une très longue période de temps. Avec le temps, la conviction s'est développée que ces offrandes, comme la bière ou le vin, étaient destinées aux rituels religieux, pour apaiser les dieux ou aider les défunts à passer dans l'au-delà. Cependant, cette interprétation a été influencée par les pratiques religieuses ultérieures et par les égyptologues de l'époque euro-chrétienne qui ont mal interprété les représentations de processions comme des cérémonies funéraires. En réalité, les offrandes originales n'étaient pas des boissons et n'étaient pas présentées de manière cérémonielle sur un autel, mais étaient simplement accumulées dans les chambres souterraines. Un cas emblématique, par exemple, est celui de la mastaba, qui s'élevait à Saqqara et qui fut agrandie en une structure à plusieurs niveaux, beaucoup plus grande, et que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de pyramide de Djéser. Pendant le règne du pharaon Djéser, des milliers de vases furent transférés d'Abydos à Saqqara dans un nouveau dépôt situé sous la pyramide à degrés. Ce déménagement ne fut pas une opération cérémonielle, mais bien une opération à grande échelle, appelée ravitaillement.
En quelques mots, c'était comme si le site d'Abydos, où ces mystérieux vases étaient autrefois conservés, s'était détérioré au fil des siècles et devait être remplacé. Cela conduisit au déplacement d'environ 40 000 vases, qui furent remplacés dans de profonds tunnels creusés sous la pyramide de Djéser. Cette opération est décrite sur la stèle de la famine, où il est raconté que le pharaon Djéser a sauvé le pays d'une terrible famine, aggravée par une pestilence qui conduisait le peuple à la mort. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette pestilence ? Existe-t-il une corrélation avec le site d'Abydos où étaient conservés les mystérieux vases ? Cependant, l'étude que nous analysons pourrait nous fournir une réponse plus réaliste. Les vases ne contenaient sans doute pas de nourriture, mais probablement de la boue ou du mortier. Cette sorte de boue, c'était peut-être le déchet radioactif causé par l'utilisation d'uranium lors des rituels d'ascension vers le ciel. C'est la présence de cette boue radioactive, échappée du site d'Abydos, qui a provoqué la mystérieuse épidémie durant le règne du pharaon Djéser. Et enfin, ce fut la véritable raison pour laquelle ces vases furent fabriqués avec un matériau dur et impossible à travailler comme la diorite. Pour répondre à ces questions, la recherche de Fellows invite à revoir l'interprétation de certains anciens symboles présents sur les étiquettes des vases d'Abydos. Mais avant d'examiner ensemble cette symbolique, il est nécessaire de poser un préalable. La physique moderne distingue deux types de radiation, les particules alpha et bêta et les rayons gamma. Les particules alpha sont relativement grandes, lentes et peu pénétrantes, tandis que les particules bêta sont très petites, hautement actives et modérément pénétrantes. Les rayons gamma, eux, ne se déplacent qu'en ligne droite. Ils sont hautement pénétrants et très nocifs pour la moelle osseuse, et l'exposition à ces rayons provoque des tumeurs hématopoïétiques. L'ancien système égyptien présentait deux types d'âmes qui émergeaient sans des restes du corps mort d'Osiris, le Ba et le Ka. Le Ba était initialement représenté comme le symbole abstrait d'un oiseau. Les étiquettes sur les vases d'Abydos distinguaient deux types d'oiseaux qui, curieusement, rappellent la désignation moderne des radiations des particules alpha et bêta. En suivant cette logique, on peut dire que le rayonnement alpha était représenté comme une grande oie lente, tandis que le rayonnement bêta était représenté comme un petit oiseau agile, souvent illustré en train de s'échapper par le puits vertical de la mastaba. Le cas que l'on peut associer au rayon gamma était considéré comme beaucoup plus puissant et dangereux. Il était d'abord représenté comme une tête de serpent, puis plus tard comme des bras et des mains humaines dressées. Les déchets radioactifs sont très dangereux, surtout à cause de leur longue durée, comme le technétium, dont le temps de désintégration est de 211 000 ans. Il est également curieux de noter que les dessins sur les mastabas égyptiens montrent de grands nombres d'oiseaux spécifiques, par exemple 111 000 colombes, 11 000 et 11 100 oiseaux génériques, ou 120 000 canards ou oies. Ces grands nombres suggèrent l'existence d'un code indiquant la durée de vie prévue de tous les déchets conservés. Dans les puits de la mastaba, un autre fait intéressant est que dans la mastaba, la chambre funéraire était décalée par rapport au puits, pour limiter la fuite des rayons gamma qui ne se déplacent qu'en ligne droite. Les fresques murales de la mastaba montraient également quelques oiseaux baies plus petits qui s'échappaient par le puits vertical. Dans la couverture surélevée, la chambre intérieure était placée directement au-dessus de la chambre funéraire souterraine. C'était la distance la plus courte pour détecter d'éventuelles fuites de rayons gamma. Cette chambre contenait un symbole K, indiquant qu'elle était destinée au K. La chambre était également ventilée par de petits trous placés en hauteur et était utilisée pour contenir des oiseaux vivants qui servaient de canaries des mines. Pour détecter d'éventuelles fuites de K, de nombreux textes font référence à la livraison continue d'oiseaux vivants à la mastaba. Probablement l'ibis sacré, l'historien Joseph Flavius par exemple, a rapporté que les anciens Égyptiens utilisèrent des ibis en cage pour détecter les mauvais serpents. Les oiseaux sont réputés pour leur grande sensibilité aux radiations. En suivant tous ces indices, nous pouvons supposer que la mastaba était conçue pour stocker et gérer en toute sécurité les déchets radioactifs, pendant des millions d'années. Sa structure et son fonctionnement semblent en effet être le résultat d'une profonde connaissance de la radioactivité et de son danger. La chambre funéraire profonde était en effet creusée à 30 mètres de profondeur dans la roche, pour créer une barrière physique contre la fuite des radiations, en particulier les rayons gamma. Les déchets radioactifs étaient contenus dans des vases en pierre très durs et denses, semblables à des sarcophages, très probablement pour empêcher la fuite de rayonnements pénétrants.
La deuxième chambre extérieure contenait une sorte d'étagère, utilisée pour présenter des offrandes alimentaires. C'était une seconde stratégie ingénieuse pour détecter la présence de radiations gamma stérilisante. En effet, si la nourriture placée sur l'étagère ne se décomposait pas normalement, c'était un signe clair de radiation dangereuse. Les tombes de la première et de la deuxième dynastie à Abydos semblent plus simples. Souvent ce ne sont que des fosses peu profondes, avec peu ou pas de couverture. Comme le suggère, mais à plusieurs preuves, ce serait justement cette faible protection qui aurait conduit à des fuites radioactives. Pour confirmer tout cela, plusieurs textes égyptiens mentionnent Abydos comme le site de raffinage et d'enrichissement du flux magique, suggérant que dans ce lieu, la manipulation de matériaux radioactifs pouvait avoir lieu. L'histoire de l'Égypte de Mantéo décrit au contraire une grave peste pendant le règne de Digette, qui pourrait avoir été causée précisément par l'exposition aux radiations. À Abydos, en outre, des centaines de tombes secondaires ont été découvertes, contenant des jeunes de 20 à 25 ans apparemment en bonne santé, qui pourraient être morts d'un empoisonnement par les radiations. Enfin, des études menées sur les squelettes de l'Ancien Empire ont montré une incidence significative de troubles articulaires dégénératifs et de porosité crânienne. Des conditions pouvant résulter d'une exposition aux radiations, de la famine ou de la peste. Mais si ces indices suggèrent l'utilisation de matériaux radioactifs dans l'Égypte ancienne, alors dans quelle mesure pouvons-nous vraiment faire confiance à la datation officielle de cette civilisation ? La technologie nécessaire pour manipuler des matériaux aussi dangereux pourrait indiquer un niveau d'avancement scientifique qui ne correspond pas aux chronologies traditionnelles. Au début du XXe siècle, des fouilles archéologiques attirent en cela l'attention mondiale sur l'Égypte. En Égypte, en 1923, dans la vallée des Rois, située sur la rive occidentale du Nil, en face de Luxor, on découvre la tombe du pharaon Toutankhamon. La découverte, après des années de recherches infructueuses, est réalisée par l'archéologue britannique Howard Carter. La chambre funéraire apparaît intacte et contient tous les précieux objets qui sont restés intacts pendant plus de 3000 ans. Évidemment, cette découverte fit le tour du monde et suscita l'intérêt pour l'Égypte ancienne, entraînant une nouvelle vague d'exploration archéologique. Quelques années plus tard, l'archéologue Selim Hassan annonce une découverte incroyable lors de fouilles sur la plaine de Gizeh. Il aurait en effet identifié un réseau de mystérieux tunnels souterrains. Les fouilles de Hassan à Gizeh comptaient parmi les plus vastes de la région. Elles ont conduit à la découverte de la tombe de la reine Hétéphérès, la mère de Khéops, le présumé constructeur de la Grande Pyramide. La tombe contenait une série d'importants artefacts, dont une petite statue du Sphinx. Hassan trouva également les vestiges d'une petite ville qui avait d'abord servi de logement aux ouvriers ayant construit les monuments, puis aux prêtres qui servaient dans les tombes et les temples. Mais en particulier, Hassan découvrit dans la chaussée surélevée reliant le Sphinx à la deuxième pyramide un puits très profond qui fut appelé le puits de l'eau ou puits d'Osiris. Le puits décommence dans le passage couvert sous la chaussée surélevée et mène à un large couloir avec un autre puits à son extrémité. Ce second puits mène à une chambre rectangulaire avec des niches abritant des sarcophages. Les puits contenaient des sépultures successives et intrusives de la 26e dynastie. Dans l'une des niches, il y avait également un troisième puits, qui descendait beaucoup plus profondément, jusqu'à un autre niveau. Au fond de ce puits, une chambre était presque totalement submergée. Hassan tenta sans succès de vider la chambre en pompant de l'eau pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'il doive finalement renoncer à creuser. Cependant, l'eau était assez claire pour voir que la chambre submergée contenait les restes de 4 piliers avec un grand sarcophage au centre. Le travail de Hassan a démontré sans l'ombre d'un doute que le Sphinx n'était pas seulement une statue isolée, mais faisait partie d'un complexe beaucoup plus vaste comprenant des temples et d'autres structures souterraines mystérieuses. La découverte fut largement rapportée par la presse de l'époque, mais soudainement et sans avertissement, les médias cessèrent d'en parler. Les autorités égyptiennes détournèrent l'attention vers d'autres initiatives et les archéologues se remirent à se concentrer sur les tombes et les trésors. Pourquoi a-t-on cessé d'enquêter sur ces découvertes si importantes ? Selon certains chercheurs, il y eut une volonté délibérée d'étouffer toute l'affaire. Parce que ce qui pourrait être caché sous le plateau de Gizeh pourrait bouleverser tout ce que nous pensons savoir sur ce peuple ancien. Qu'est-ce qui pourrait être caché d'aussi bouleversant sous les sables du désert ? Pour le comprendre, nous devons faire un pas en arrière et retourner dans la Grèce antique.
Là, j'ai vu 12 palais disposés régulièrement, qui communiquaient entre eux, séparés par des terrasses et disposés autour de 12 pièces. Il est difficile de croire que ce soit l'œuvre de l'homme. Les murs sont recouverts de figures sculptées et chaque patio est magnifiquement construit en marbre blanc et entouré de colonnes. Près de l'angle où se termine le labyrinthe, il y a une pyramide haute de 70 mètres avec de grandes figures d'animaux sculptés et un passage souterrain par lequel on peut entrer. On m'a dit de sources fiables que les chambres et les passages souterrains reliaient cette pyramide aux pyramides de Gizeh. Voici les mots qu'Hérodote, l'historien grec considéré comme le père de l'histoire, utilise pour décrire ce lieu mystérieux dont nous n'avons cependant plus aucune trace aujourd'hui. Un lieu utilisé pour conserver et préserver des ravages du temps d'innombrables textes et d'antiques parchemins qui, selon les témoignages, contenaient tout le savoir archaïque du peuple égyptien. Mais Hérodote n'est pas le seul témoin de ces incroyables structures. Jamblique de Chalcis, le philosophe syrien ayant vécu vers 300 avant Jésus-Christ, en donne une description détaillée. Une voie qui, passant à travers le corps du Sphinx, aurait conduit à la grande pyramide de Gizeh. Cette entrée, aujourd'hui obstruée par le sable et les ordures, peut encore être repérée entre les pattes avant du Sphinx. Auparavant, elle était fermée par une porte de bronze dont le mécanisme secret ne pouvait être actionné que par les mages. Elle était soustraite au public et une sorte de crainte religieuse assurait son inviolabilité mieux qu'une protection armée ne l'aurait fait. Mais les témoignages concernant ces lieux souterrains très anciens et mystérieux sont très nombreux. Par exemple, l'historien romain Pline en parle au 1er siècle après Jésus-Christ. Il écrit qu'il existe sous le Sphinx une tombe d'un prince nommé Armachis, qui contient un trésor grandiose. Fait surprenant, dans plusieurs textes anciens, le Sphinx était autrefois identifié précisément sous le nom de le grand Sphinx Armachis et était associé au dieu égyptien Armachis. L'historien romain du IVe siècle, Ammien Marcellin, évoque quant à lui les inscriptions que les anciens ont gravées sur les murs de certaines galeries souterraines. Elles indiquent que ces passages ont été construits en profondeur pour préserver la sagesse ancienne perdue lors du déluge universel. Mais encore plus extraordinaire est le témoignage de l'historien, géographe et encyclopédiste arabe Massoudi, qui a vécu entre le 9e et le 10e siècle après Jésus-Christ, Massoudi. Il écrit que dans les galeries souterraines sous Gizeh, il y a des statues de gardiens mécaniques qui sont placés pour défendre la structure et son précieux contenu. Les récits, écrits de sagesse et de connaissances dans les différentes arts et sciences, étaient profondément cachés, afin qu'ils puissent rester comme des documents au bénéfice de ceux qui, à l'avenir, pourraient les comprendre. À ce stade, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce qu'il y a de réel dans ces témoignages et s'ils ne sont que le fruit de l'imagination de ces auteurs renommés. Parce qu'au fil des années, de nombreux historiens en ont parlé. Pour essayer de répondre à cette question, nous devons faire un saut dans le temps et aller au début des années 90 du XXe siècle. En 1991, une expédition dirigée par l'égyptologue John Anthony West et le géologue Robert Schoch est partie en direction du plateau de Gizeh, dans le but d'examiner la possibilité que des pièces secrètes soient cachées sous le sol. Le groupe de recherche, utilisant des instruments sismiques sophistiqués, a envoyé des ondes sonores dans les profondeurs du sol, près du Sphinx, et les vibrations de retour révélèrent la présence d'anomalies inexplicables dans le sol. Les analyses ont montré la possibilité qu'il y ait des cavités cachées et des puits verticaux. Cette découverte suscita un grand émoi et de nombreuses questions. Où pouvaient mener ces cavités? À quels secrets donnaient un tel accès? La possibilité de découvrir des chambres enfouies ou même un complexe souterrain entier a alimenté l'enthousiasme de l'expédition et a éveillé l'intérêt du monde entier. Avant même d'essayer de répondre à ces questions, les autorités égyptiennes, dirigées par l'inspecteur en chef des Antiquités, le docteur Zahi Hawass, sont intervenues pour interrompre les recherches. Considérées comme peu scientifiques et relevant de la suggestion, elles laissaient toutefois penser que quelque chose d'intéressant pouvait s'y cacher. Cette découverte sur le plateau de Gizeh a été confirmée quelques années plus tard par un groupe de recherche japonais qui, avec la collaboration des autorités égyptiennes, a lancé une nouvelle étude utilisant la technologie radar et la thermographie, confirmant également que sous le Sphinx, il y avait d'importantes anomalies dans le sol qui laissaient penser à la présence de cavités et de chambres souterraines.
Mais cette fois encore, les recherches ont été suspendues et n'ont pas abouti à des résultats concrets. Cette réticence de la part des autorités égyptiennes à entreprendre d'études approfondies pour déterminer la nature de ces anomalies. Et l'attitude contradictoire de Zahi Hawass, qui parfois semble confirmer la possibilité de l'existence de chambres souterraines et parfois semble les nier. Cela a suscité de nombreux mécontentements et des soupçons sur les réelles intentions d'approfondir la question. Après tout, l'idée que le Sphinx puisse être traversé par des conduits menant dans les profondeurs du plateau de Gizeh n'est pas une hypothèse farfelue. Comme nous l'avons vu, il existe de nombreux témoignages d'historiens du passé qui confirment leur existence, mais il n'y a pas que cela. En 1798, l'archéologue et artiste français Vivant Denon a dessiné une image du Sphinx montrant un homme sortant d'un trou situé sur la tête de la statue. Dans les années 1920, en revanche, une photographie aérienne prise depuis une montgolfière montrait clairement la présence d'un trou sur la partie supérieure de la tête du Sphinx. En plus des témoignages des historiens, il existe donc des preuves concrètes à l'appui de l'hypothèse selon laquelle le Sphinx pourrait contenir en son sein un ou plusieurs passages menant dans le sous-sol. Mais les autorités égyptiennes, pour l'instant, continuent d'exclure cette possibilité. Les récits historiques affirment au contraire que sous la surface du plateau de Gizeh, il y aurait une véritable ville souterraine, dont l'accès serait possible depuis l'intérieur du Sphinx. Des escaliers creusés dans la roche mèneraient à un immense réseau de tunnels, de cavernes et de salles situés sous le site archéologique. L'énorme et complexe réseau souterrain s'étendrait vers l'est, en direction de la ville du Caire, et le grand nombre de fouilles effectuées au cours du XXe siècle aurait mis en évidence la réelle possibilité de son existence. Comme nous l'avons vu précédemment, dès les premières années du XXe siècle, Hassan avait identifié une série de puits et de chambres souterraines situées entre le Sphinx et les pyramides. Mais ces structures ne seraient pas propres au plateau de Gizeh. L'étude du vaste site archéologique d'Awara, par exemple, qui comprend la pyramide et de nombreuses structures environnantes. Elle aurait également mis en évidence, en ce lieu, la présence de chambres et de tunnels souterrains, suggérant ainsi l'existence d'un réseau complexe dans le sous-sol, mais celui-ci reste encore aujourd'hui inexploré. Si l'existence d'un système de chambres et de tunnels souterrains semble être confirmée par les récits historiques et les études menées ces dernières années, tout cela est encore aujourd'hui remis en question et, selon certains chercheurs, même entravé par les autorités égyptiennes. Mais les mystères qui entourent le Sphinx ne s'arrêtent pas là. Une autre question en suspens concerne l'origine de ce monument extraordinaire. Les recherches que West a menées dans les années 90 ont révélé non seulement une série de chambres et de tunnels souterrains, mais aussi quelque chose de surprenant. Concernant l'âge du Sphinx jusqu'alors, on estimait son âge à environ 4000 à 4500 ans, remontant donc à la dynastie de Khéops, vers 2000 à 2500 avant J.C. Cependant, les recherches géologiques de West et du géologue Schoch suggèrent que le Sphinx aurait pu être sculpté bien plus tôt. Probablement il y a plus de 10 000 ans, lorsque le Sahara était encore une région soumise à de fortes pluies, une période qui correspondrait à la fin de la dernière ère glaciaire. Les indices pointeux qui ont amené West et Schoch à reconsidérer la date de construction du Sphinx sont multiples. Grâce aux compétences géologiques de Schoch, il a été possible de mettre en évidence que l'érosion de la roche du Sphinx est différente de ce qu'on s'attendrait à observer, dans un environnement désertique comme le plateau de Gizeh. L'érosion apparaît en effet profonde et irrégulière et semble plus cohérente avec les traces laissées par de fortes pluies ou des inondations. De plus, l'érosion observée sur le Sphinx est significativement différente de celle présente sur les pyramides environnantes, tandis que les pyramides montrent une érosion cohérente avec celle causée par le vent et le sable. Le Sphinx présente en revanche des signes d'usure incompatibles avec ceux du vent et du sable, mais compatibles avec ceux de l'eau. Cela indiquerait, sans plus aucun doute, que le Sphinx pourrait avoir été construit à une époque différente de celle des pyramides. Donc pour récapituler, selon l'archéologie officielle, le Sphinx aurait été érigé entre 2000 et 2500 avant Jésus-Christ. Il y a environ 5000 ans. Nous savons également que le climat en Égypte est devenu sec il y a au moins 9000 ans. Le Sphinx montre une érosion due à l'eau atteignant près d'1 demi-mètre. Cela devrait-il nous amener à supposer que le Sphinx, pour présenter de tels signes d'érosion, doit avoir été construit à une époque bien antérieure,
Selon certaines estimations, en effet, il faudrait entre 10 000 et 50 000 ans pour que l'eau provoque ce type d'érosion. Nous devons aussi considérer une preuve supplémentaire. Les carrières de pierre utilisées par les dynasties égyptiennes pour extraire de gros blocs de calcaire ne montrent aucune trace d'érosion due à l'eau. Ce qui est normal, puisque depuis au moins 5000 ans, le plateau de Gizeh a un climat désertique. Alors, quel mystérieux phénomène atmosphérique provoquait l'érosion sur le Sphinx tout en épargnant les carrières de pierre ? Il est clair que quelque chose ne colle pas dans toute cette histoire. Un autre indice qui semblerait indiquer un âge beaucoup plus ancien du Sphinx concerne son orientation. En 1828, lors d'un voyage en Égypte, l'astronome et mathématicien allemand Johann Friedrich Gauss a été parmi les premiers à remarquer que la position des pyramides du plateau de Gizeh semblait reproduire celle des étoiles qui composent la ceinture de la constellation d'Orion. Cette observation a été développée au fil des années et plusieurs chercheurs indépendants ont perfectionné cette première intuition de Gauss. Et après plusieurs études, ils en sont venus à décrire le plateau de Gizeh comme une véritable représentation de l'ordre céleste sur Terre. La pyramide de Khéops représenterait en effet l'étoile Al-Nitak, la plus orientale des 3 étoiles principales de la ceinture d'Orion, et représenterait le pharaon comme roi sur Terre. La pyramide de Képhren représenterait quant à elle l'étoile Al-Nilam, la centrale des 3 étoiles de la ceinture. Et celle-ci symboliserait le pharaon comme représentant du dieu soleil Ra. La pyramide de Mykérinos symboliserait enfin l'étoile Mintaka, la plus occidentale des 3 étoiles de la ceinture, et représenterait le pharaon comme le dieu de l'au-delà. Osiris, le Sphinx. Le Sphinx, quant à lui, regarde vers l'est, en direction de l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Sirius était associé à la déesse Isis, épouse et sœur d'Osiris. Le corps du Sphinx est également celui d'un lion, un animal sacré dans l'Égypte antique qui représente la force et le pouvoir. La position du Sphinx placé à l'entrée du plateau de Gizeh symboliserait donc le rôle du pharaon en tant que gardien de l'au-delà. Et enfin, nous avons le Nil qui coule du sud au nord, parallèlement à la ceinture d'Orion. Dans la théorie de l'alignement, le Nil représenterait le fleuve céleste, la voie lactée qui traverse le ciel nocturne. Aujourd'hui, à cause de la précession, la ceinture d'Orion est légèrement décalée vers l'est par rapport à l'alignement original. Mais il y a 10 500 ans, lorsque selon la théorie de l'alignement d'Orion, le complexe de Gizeh aurait été conçu. La précession aurait fait en sorte que la ceinture d'Orion se trouve dans une position telle qu'elle soit parfaitement alignée avec les pyramides et le fleuve Nil. Si nous acceptons cela, nous devrions faire remonter la datation de tout le complexe de très nombreuses années. Mais l'hypothèse selon laquelle le Sphinx serait bien plus ancien que sa datation actuelle semble être confirmée par une ancienne tablette égyptienne découverte en 1850 et connue sous le nom de stèle de l'inventaire. Sur cette tablette, il est affirmé que le Sphinx n'a pas été construit par Khéops, comme le pensent les égyptologues, mais que le pharaon l'aurait simplement restauré. Sa Majesté a fait restaurer la statue qui se trouve devant le temple de Khem à Gizeh, après qu'elle ait été négligée pendant de longues périodes. Le Sphinx donc, il y a déjà 5000 ans, était un monument très ancien qui avait besoin d'être restauré. Et à ce stade, après avoir mis en évidence toutes ces anomalies incroyables, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander qui a réellement construit le Sphinx, si ce que nous avons présenté jusqu'ici sont des éléments clairement définis et analysables par tous. Pour poursuivre notre récit et essayer de répondre à cette question, nous devons aller plus loin et avancer des hypothèses. Le Sphinx semblerait avoir été érigé par un peuple très ancien, un peuple ayant vécu pendant la dernière ère glaciaire. Et si l'on considère comme vrai ce qui est écrit dans le temple d'Edfou, mais aussi dans certains récits historiques provenant de la Grèce antique, ce peuple serait originaire d'une île mystérieuse située dans l'océan Atlantique, un lieu qui aurait été effacé par un cataclysme destructeur. Ceux qui suivent notre travail savent que nous avons parlé de cette hypothèse dans plusieurs vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne. En examinant les peuples ayant fortement influencé la civilisation égyptienne et lui étant antérieurs, on trouve les Sumériens. La mythologie sumérienne raconte des êtres à l'apparence divine, les Anunnaki, qui sont descendus du ciel et qui possédaient une grande sagesse ainsi qu'une technologie très avancée. Certains chercheurs pensent que ces êtres décrits par la mythologie n'étaient pas des divinités, mais plutôt un peuple venu des étoiles, doté d'une technologie très avancée.
et qu'ils sont arrivés sur Terre à la recherche de ressources naturelles utiles au développement de leur civilisation. Il est certainement fascinant de lire certains textes sumériens, comme le Gilgamesh, où l'on raconte l'existence de grandes cités souterraines, accessibles par des tunnels cachés sous le sable, ou de lire sur l'existence des Uawa, d'énormes êtres à tête de lion et à l'apparence terrifiante, qui avaient ni pour mission précise de défendre les lieux sacrés. La description de ces êtres particuliers ne peut que nous rappeler l'incroyable récit de l'historien arabe Massoudi que nous avons vu précédemment, et d'effrayantes statues mécaniques protégeant les salles souterraines de la plaine de Gizeh. J'ai vu des choses que je ne peux pas décrire, de peur de faire douter de mon intelligence, mais je les ai vues. Mais la représentation d'êtres à tête de lion n'est pas nouvelle dans l'Égypte ancienne. Certains chercheurs pensent que la tête même du sphinx à l'origine était justement celle d'un lion et qu'elle a été modifiée au fil des années. Peut-il donc exister un lien entre ces faits ? Évidemment, nous ne le savons pas. Ce que nous savons cependant, c'est que les origines très anciennes du sphinx ouvrent des perspectives fascinantes et inédites. Qui l'a construit ? Un peuple évolué qui a été effacé par un événement catastrophique ? Ou bien s'agit-il plutôt du témoignage d'un ancien contact avec un peuple venu des étoiles ? Et enfin, qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs du plateau de Gizeh ? Notre souhait est que de nouvelles fouilles et recherches puissent dévoiler les mystères non seulement de ces structures énigmatiques, mais aussi qu'elles puissent faire la lumière sur un peuple très ancien dont les traces semblent avoir disparu. De nombreuses questions restent en suspens et plusieurs éléments devront être approfondis à l'avenir. Mais arrivé à ce point, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis et d'écouter vos suggestions. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. À bientôt pour une nouvelle histoire.